Bon, bah écoutez, on va commencer. Bienvenue dans cette troisième semaine du DIU de cardiologie pédiatrique et congénitale. Donc, je suis ravi de vous voir ici à l'IHU Lyrique. Et on va commencer par le test d'effort cardio-respiratoire et la réhabilitation en cardiologie pédiatrique et congénitale. On va attendre peut-être quelques secondes que les gens s'installent tranquillement. Donc c'est parti. La première chose à dire en introduction, c'est que l'activité physique aujourd'hui, dans les maladies chroniques, on est vraiment passé d'un dogme qui était, surtout pour les cardiopathies congénitales, pas de sport intense, pas de sport de compétition. Et aujourd'hui, depuis déjà quelques années, on est vraiment dans une notion de vivre plutôt que survivre. Et les recommandations OMS sur l'activité physique dans la population générale aujourd'hui, elles doivent être appliquées à notre population de congénitaux, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Et c'est un véritable enjeu de santé publique puisque donc ces recommandations de l'OMS, elles disent qu'il faudrait faire 30 minutes 5 jours par semaine pour les adultes d'activité physique et 60 minutes chez les enfants d'intensité modérée à vigoureuse tous les jours. Et que c'est pas du tout ce qui est fait actuellement dans la population. Vous voyez à droite les chiffres chez les enfants, puis après je vous montrerai les chiffres chez les adultes, avec une discrimination sur le genre, puisque les jeunes filles font moins d'activité physique que les garçons. Donc il y a un impact de cette sédentarité en termes de santé publique et de coûts. La sédentarité dans les maladies chroniques, ça entraînerait 2 millions de décès selon l'OMS et 17 milliards d'euros par an pour la France, 14 milliards pour les dépenses de santé. Donc tout ça, c'est des estimations. Et quand vous regardez chez l'adulte, il y a une étude qui s'appelle Approach, qui a une première version qui a été publiée en 2019, dont la deuxième mouture est en cours actuellement, avec encore plus de pays participants. Donc 4000 adultes avec cardiopathie congénitale sur 15 pays, 5 continents. Et ils ont regardé si ces adultes avec cardiopathie congénitale respectaient les recommandations de l'OMS. Et seulement 30% suivent ces recommandations. Donc je vous les rappelle, 150 minutes par semaine chez les adultes, 75 minutes d'activité plus soutenue. Et c'est plus marqué cette différence si on est une femme, si on a une maladie cardiaque complexe, si on a un niveau d'éducation bas ou si on est au chômage. Alors évidemment, tout ça, ça dépend aussi du lieu, de la culture, du pays. Vous voyez en bas à droite l'Australie. L'Australie, c'est un pays où ils font la promotion de l'activité physique dès le premier âge dans la population générale. Donc cette promotion de l'activité physique, eh ben, elle bénéficie évidemment à nos patients. En fait, c'est assez évident. Donc dans les pays où on fait moins d'activité physique à l'école, où c'est pas intégré dans l'éducation, eh ben, les malades sont encore plus discriminés sur cette sédentarité. Voilà. Donc si on voulait faire plus d'activité physique à nos patients, que ce soit d'ailleurs les congénitaux ou autres, hein, c'est valable pour tout, il faudrait presque changer la culture de notre pays. Alors, il y a des facteurs de risque associés à un bas niveau d'activité physique dans les cardiopathies congénitales et la capacité aérobie réduite, on verra ça tout à l'heure sur la VO2, la fonction musculaire altérée, l'autocensure du patient, la surprotection de l'entourage, en particulier des parents dès le premier âge, et puis aussi les restrictions des médecins. Il y a beaucoup de médecins qui passent peu de temps au cours d'une consultation à prescrire de l'activité physique ou à parler d'activité physique. Les cardiopédiatres font beaucoup d'échos qui durent très longtemps avec plein de choses comme le TAPS, le l'onde S, le strain, etc. Mais on ne parle pas vraiment d'éducation thérapeutique ou d'activité physique. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler probablement. Et donc maintenant, ça c'était vraiment en guise d'introduction. Si on veut parler de promotion de l'activité physique, ça commence déjà par l'évaluation de la capacité physique du patient. Il y a plein de façons d'évaluer la capacité physique. Le gold standard, c'est la VO2, c'est le test d'effort cardio-respiratoire. C'est, d'après le concept de Wood de l'OMS, le meilleur critère pour évaluer le handicap d'un patient, cardiaque ou pas cardiaque d'ailleurs. Et donc, il y a deux critères de jugement majeurs pour évaluer le pronostic de nos patients. C'est la VO2 max d'une part, et c'est la pente VE sur VCO2 d'autre part, qui sont corrélés au statut fonctionnel de l'NYHA et la qualité de vie. Donc ça, c'est la cardiologie adulte avec l'insuffisance cardiaque qui a démontré ça. Et plus tard, les congénitalistes se sont emparés de ces deux facteurs, VO2 et pente, et ont démontré aussi que c'était des facteurs de comorbidité. Donc, moi, je me suis intéressé à la pédiatrie pour voir si c'était vrai aussi chez l'enfant. Et effectivement, chez l'enfant, c'est la même chose.
la qualité de vie d'un enfant avec cardiopathie congénitale est corrélée à sa VO2 max. Et donc, rien de nouveau sous le soleil. C'est un critère qui est vraiment très important. Si bien qu'aujourd'hui, dans la promotion de l'activité physique, il y a eu vraiment une évolution majeure sur la façon de voir les choses. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une philosophie d'évaluer au maximum nos patients, en particulier par la VO2, et ensuite, dans la prescription de cette activité physique, de faire ce qu'on appelle une décision partagée. Ça, c'est tout nouveau. S'il y a peut-être un message à retenir sur ce cours, c'est celui-là. Avant, on était dans un principe de précaution en France, alors que les anglo-saxons, si on interdisait un sport à quelqu'un qui avait une cardiopathie, on était dans la discrimination au handicap. Vous voyez un peu comment culturellement, on a un rapport à l'activité physique qui est différente. Le cardiologue en France, il a peur de signer le certificat d'aptitude au sport sur un sport de compète chez quelqu'un qui a une maladie chronique, en particulier cardiaque, parce qu'il a peur des implications médico-légales, mais pour le condamner s'il y avait un accident. Aux États-Unis, il a peur de ne pas signer le certificat et d'être condamné pour discrimination au handicap, pour le même malade. C'est intéressant quand même, hein. Donc vous baignez dans cette culture. Si vous étiez dans une autre culture, vous auriez vu les choses différemment. Donc enfin, l'Europe a mis en place quelque chose qui me semble très bien dans ses recommandations, c'est la décision partagée. Il n'y a pas de raison que la décision n'incombe qu'au médecin. Le patient, il a le droit de prendre un risque s'il a envie, à partir du moment où il est renseigné. Alors, comment cette décision partagée, les recommandations va s'appliquer dans nos lois? Ça, c'est ça qui va être intéressant parce que c'est tout nouveau, ces recommandations. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très, très bien de pouvoir discuter. Encore faut-il former maintenant les cardiologues à prescrire de l'activité physique individualisée. Vous n'êtes pas du tout formé pour ça. Donc, il y a des métiers pour ça, et en particulier les enseignants d'activité physique adaptée, les kinés, enfin voilà, mais qui, eux, sont insuffisamment formés à nos maladies chroniques, et en particulier les maladies rares. Donc, l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, c'est vraiment un nouvel outil de suivi des maladies chroniques de l'enfant, de l'adulte, des cardiopathies congénitales, et c'est maintenant une recommandation des derniers textes qu'on a écrits, la Société française de cardio, qu'on a publié avant les années 2020, 2019, si je me souviens bien, dans les archives, et où pour la première fois, on a une petite section sur les cardiopathies congénitales de l'enfant et de l'adulte. Donc ça reste des avis d'experts de notre comité scientifique, de rang donc de niveau C, mais il y a de plus en plus de littérature sur le fait que le test d'effort cardio-respiratoire est quand même un examen qui se rapproche de la physiologie, qui fait que on est dans du 2A, c'est-à-dire un niveau d'évidence qui quand même est intéressant. Donc les indications chez l'enfant, c'est les mêmes que chez l'adulte, hein. Il n'y a pas que le cœur, donc je vous les ai remises ici, et je vous donnerai l'article qu'on vient de publier, qui est un article de vulgarisation du test d'effort cardio-respiratoire chez l'enfant, même si aujourd'hui on va pas traiter que l'enfant, qu'on vient de publier dans une revue de pédiatrie. Donc les concepts de cette VO2, c'est que l'exercice va transformer les hydrates de carbone et les lipides en énergie, qui est donc l'ATP, et que cette production d'ATP va être proportionnelle à la consommation en oxygène, donc consommation en oxygène, l'acronyme c'est VO2. Donc vous avez le métabolisme aérobie qui va vous montrer cette augmentation proportionnelle à la consommation en oxygène. Le métabolisme anaérobie, tout ça fait de l'ATP, la contraction musculaire, le cycle de Krebs que vous connaissez. Et cette VO2, vous vous rappelez des cours de physio, elle est sous la dépendance du principe de Fick, qui dit que la consommation en oxygène est proportionnelle au volume d'éjection systolique, à la fréquence cardiaque et la différence artério-veineuse en oxygène, que cette augmentation de VO2 va dépendre de 3 facteurs, le système cardio-respiratoire, le système musculaire, le métabolisme, et que ça va augmenter de façon linéaire avec l'effort, et puis ensuite vous allez avoir un plateau de VO2. Vous voyez ici le plateau de VO2. Alors, pas facile toujours à avoir le plateau de VO2 quand on a un patient qui est très malade. Donc, en particulier dans l'insuffisance cardiaque avancée de l'adulte, vous aurez souvent un pic. Dans l'HTAP, vous aurez un pic. Dans la BPCO sévère, vous aurez un pic. Et puis, chez les enfants, même quand ils sont pas très malades, par problème de motivation pour poursuivre l'effort au maximum, vous allez avoir du mal à développer un plateau chez les enfants. Ce qui fait que dans beaucoup de littérature,
vous verrez le pic de VO2 plutôt que le plateau de VO2. Mais théoriquement, si on veut une VO2 max, il faudrait un plateau. Alors de temps en temps, on l'a quand même. Et puis après, vous avez les seuils ventilatoires que vous allez voir en fonction des cassures de la courbe de ventilation minute, la VE. La première cassure, c'est le premier seuil ventilatoire. La deuxième cassure, c'est le deuxième seuil ventilatoire. Vous pouvez oublier le deuxième seuil ventilatoire chez les malades parce que vous le verrez jamais. On le regarde plutôt chez les grands sportifs. Je vous montrerai tout à l'heure comment on les calcule. Il faut quand même connaître les contre-indications au test d'effort. Donc, la fièvre, l'asthme instable, l'hypertension artérielle non contrôlée, l'ischémie myocardique aiguë, la myocardite, la péricardite. Et donc, c'est pour ça que le test d'effort reste un examen où il y a un médecin qui doit le prescrire, il y a un médecin qui doit être présent à proximité de l'examen pour contre-indiquer transitoirement cet examen s'il le faut. Il y a certains tests d'effort qui sont à risque. Les cardiomyopathies hypertrophiques obstructives, les obstacles gauche, donc sténose aortique serrée, les TV catécholergiques, la dysfonction du VG ou du VD sévère dans les bilans pré-greffe, et puis l'hypertension pulmonaire. Les critères d'arrêt d'un test d'effort, c'est la chute du débit cardiaque, avec un patient qui va devenir tout pâle brutalement, la pression artérielle va chuter, la VO2 va chuter. Alors vous vérifiez quand même que il n'y a pas de problème de gaz sur votre machine, mais c'est un diagnostic qui est clinique, c'est quand même très rare, ça qu'on voit ça. Si on a bien préparé notre patient et qu'on monte progressivement les paliers, on ne devrait pas arriver à ça, mais il faut être quand même très vigilant, surtout chez les malades que j'ai cités juste avant qui sont des épreuves d'effort à risque. La douleur thoracique aiguë, l'hypertension artérielle sévère, l'apparition de troubles de repolarisation, l'apparition de troubles du rythme ou de la conduction, qui sont des critères d'arrêt d'un test d'effort. Alors les risques d'un test d'effort, ils sont quasiment inexistants chez l'enfant, ils sont très faibles chez l'adulte. Le plus fréquent accident de test d'effort, c'est le malaise vagal en récupération. Donc, il faut faire attention, on peut chuter du vélo et se taper la tête. L'hypertension ou l'hypotension artérielle, le bronchospasme aussi. On a parfois des bilans chez les enfants, en particulier de douleurs thoraciques à l'effort. Et en fait, ils sont asthmatiques à l'effort. On peut développer un bronchospasme. Le trouble du rythme syncopal ou non, le trouble de conduction syncopal ou non, l'insuffisance cardiaque et la désaturation profonde. C'est peut-être ça qui va nous arriver, nous, le plus dans notre population. Dans les cardiopathies cyanogènes, en particulier les ventricules uniques ou l'hypertension pulmonaire, on va avoir des désaturations assez profondes qui vont nécessiter d'allonger le patient, de le mettre sous oxygène, d'attendre un peu. Voilà. Les médicaments d'urgence, ils n'ont rien de spécifique, hein, c'est des médicaments d'urgence habituels. C'est exceptionnel qu'on ait besoin d'utiliser ces médicaments en urgence dans un test d'effort. Moi, à titre personnel, ça fait longtemps que je fais des tests d'effort, ça ne m'est quasiment jamais arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est des TV catécholergiques qui n'étaient pas diagnostiqués et qu'on a diagnostiqués en cours de test d'effort. En général, le malade le supporte assez bien, surtout s'il est jeune. Et on lui demande de ralentir et puis vous avez la TV qui va disparaître progressivement. De toute façon, vous allez la voir, la TV arriver sur la TV catécholergique. Vous allez avoir d'abord des extrasystoles ventriculaires mono, puis polymorphes, bidirectionnels, triplets, et puis la TV. Et donc, vous arrêtez, le patient en général va bien. Le TSV à l'effort chez l'enfant, alors ça peut arriver exceptionnellement, mais ça peut tout à fait arriver. Mais des choses de type on a besoin de réanimer un patient en pédiatrie, c'est jamais. Et chez l'adulte avec cardiopathie congénitale, c'est exceptionnel. Donc les protocoles de test d'effort, en général, on fait des épreuves qu'on appelle triangulaires, on monte par palier progressif avec une charge fixe. Il faut que ce test d'effort dure pas trop longtemps, sinon c'est difficile de motiver le patient. En particulier s'il est jeune ou s'il a une congénitale complexe chez l'adulte. Donc 10-12 minutes. On estime à peu près la charge maximale avec une formule que je vous ai indiquée. On donne en général 20% de la charge maximale sur les premières minutes d'échauffement et puis 80% de la charge maximale restante sur les paliers en essayant de calculer avec des paliers d'1 minute. Et ensuite, on fait une récupération active pendant 2 minutes où on élimine les lactates. On fait attention au coup de frein vagal. En général, cette récupération active, elle est à la même puissance que l'échauffement et une récupération passive sur 3 minutes, ce qui fait qu'on a des protocoles qui vont entre 10 et 20 watts, on va dire, d'incrémentation. 10 watts chez les plus petits ou chez les adultes avec des cardiopathies très sévères.
un ventricule unique Fehling-Fontan ou un VD systémique très fatigué. Chez un adulte, on va faire des protocoles de 10 watts. Et puis après, chez un ado ou un jeune adulte qui va bien, moi, je fais 20 watts d'échauffement, 20 watts d'incrémentation, parce que je fais beaucoup de recherches en VO2 et que j'ai envie d'un peu d'harmoniser tous les protocoles partout, et que 10-10 et 20-20, c'est très facile à retenir pour les gens qui travaillent avec moi. Voilà, le risque, c'est que vous vous trompiez et que l'épreuve d'effort dure un peu plus longtemps si vous avez mis un 10-10 alors qu'il aurait fallu mettre un 20-20. Voilà. Après, quand vous avez des techniciens de test d'effort qui connaissent bien le patient, ils vont leur mettre un 15 watts d'incrémentation ou un 30 watts pour les très grands sportifs. Voilà, c'est à peu près ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que un test d'effort réussi dépend beaucoup du technicien avec qui, ou de la technicienne avec qui vous travaillez. À 90%, ça dépend de cette personne. Surtout chez des enfants et surtout chez des cardiopathies congénitales un peu sévères, où le malade, il peut arriver stressé de ce test d'effort. S'il est mis en confiance, si ça se passe bien, et si la technicienne elle-même est pas stressée et qu'elle a l'habitude de ses patients à des profils particuliers, il n'y aura pas de souci. Très souvent, ce sont elles qui choisissent les protocoles d'ailleurs. Donc moi, en recherche, je fais 10-10 pour les enfants et 20-20 pour tous les autres. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble le protocole. Vous avez un échauffement de 3 minutes, des petits paliers de 1 minute, et puis une récupération active. Vous remettez les mêmes watts que l'échauffement, 2 minutes de récupération active à ces watts d'échauffement, donc 10 ou 20 watts, et puis 3 minutes. Donc ça, gardez-les ces 3 minutes de récupération passive où le patient bouge plus. C'est important. Donc le protocole, c'est un cycloergomètre qui peut être utilisé dès à peu près 1,20 m chez l'enfant. Le tapis roulant permet des épreuves d'effort chez les plus petits, mais vous avez un risque de chute, le tracé ECG est plus artefacté, et donc moi je n'utilise plus le tapis, aussi parce que je fais de la recherche en VO2 et que pour harmoniser, tout le monde a du vélo et au moins on peut comparer les protocoles. Sur tapis roulant, vous allez avoir des VO2 max plus élevés et des watts plus élevés. Vous sollicitez les muscles des jambes. Donc le CG12 dérivation avec surveillance continue, un dispositif de mesure de pression artérielle adapté au gabarit de l'enfant si c'est un enfant, l'oxymètre de pouls, c'est obligatoire évidemment, le débitmètre, l'analyseur de gaz avec un appareil de mesure de gaz expiré. Nous, on utilise surtout un masque bucco-nasal, mais vous avez aussi des embouts buccaux avec un pince-nez. Le patient aime moins bien, mais c'est vrai que les physiologistes aiment bien l'embout buccal et le pince-nez. C'est plus étanche, voilà. Mais c'est vrai que pour des enfants ou des jeunes adultes avec cardiopathie congénitale, ils aiment pas trop ce genre de choses. Voilà, tout ça, c'est un peu du détail, mais qui peut avoir son importance, surtout pour les premiers tests d'effort, pour pas les dégoûter. Donc, il faut du personnel formé avec 2 personnes, paramédicales et médicales, une grande pièce aérée climatisée, un chariot d'urgence, et puis on démarre. On fait d'abord une EFR, une courbe débit-volume, c'est obligatoire. Donc, je vous remets la petite courbe que vous avez apprise quand vous étiez dans les premières années de médecine sur les volumes et les débits volumes. Donc, la plétismographie, en haut, c'est pour mesurer les volumes. Donc ça, c'est rarement fait en pratique courante avant une VO2, et parce qu'il faut une cabine. À part ceux qui font de la recherche sur les fonctions respiratoires, il y a très peu de gens qui font des plétismographies. J'en parlerai pas ici trop de la fonction respiratoire de nos cardiopathies congénitales, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir regarder, puisque nos patients, vous le savez, ils ont parfois des chirurgies à répétition, ils ont des syndromes restrictifs, et que le syndrome restrictif de l'adulte avec cardiopathie congénitale, c'est un facteur de mortalité. Souvent, les cardiologues savent pas ça. Moi, j'ai regardé ça chez les enfants. Alors, heureusement, chez les enfants, on n'a pas de décès, donc c'est pas un facteur de mortalité, mais c'est un facteur prédictif de la VO2 et de la qualité de vie également, la fonction respiratoire. Donc, un petit message, regardez, même si vous êtes cardiologue, la fonction respiratoire. Et si vous êtes riche et que vous avez la plétismographie, c'est même encore plus intéressant, la plétismographie, que l'EFR simple avec courbe et volume, puisque vous avez les volumes et la définition d'un syndrome restrictif, c'est la baisse de la CPT. Donc la courbe débit-volume, elle est présente sur toute machine de VO2, pas besoin d'acheter une machine supplémentaire, et donc vous allez avoir différents types de courbes. Une courbe de type obstructif,
que je vous ai mise ici, là. C'est une courbe, par exemple, de BPCO avec un rapport VMS sur CVF qui est abaissé, une courbe concave, c'est celle du milieu. Une CPT, un volume résiduel augmenté, et puis vous pouvez aussi dépister des obstructions distales débutantes. Quand vous avez un syndrome restrictif avec la plétismographie, la CPT est basse, comme je vous ai dit. Sinon, c'est la CVF que vous allez regarder, mais la CVF, c'est pas la vraie définition, c'est le profil restrictif, mais c'est pas le syndrome restrictif. Et puis le syndrome musculaire, là, il se diagnostique essentiellement par la plétismographie. En post-effort, on peut éventuellement dépister des bronchospasmes à l'effort. J'en parlerai pas dans les détails ici parce qu'on est dans un cours de cardiologie, mais des fois, nous avons des malades qui nous sont adressés pour des dyspnées d'effort et on peut avoir un patient cardiaque qui a aussi une dyspnée d'effort qui n'est pas cardiologique. Donc, c'est assez élégant de savoir quand même, quand on est cardiologue, réadresser à un patient, à un pneumologue, plutôt que de dire « bon, j'ai rien trouvé ». Donc, je vous ai mis quand même la petite diapo. Vous aurez tout ce cours dans les détails. Je vous ai mis la petite diapo sur ce que c'était que la définition d'un bronchospasme à l'exercice. En gros, c'est une chute de 15% au moins du VEMS post par rapport au VEMS pré. C'est compliqué de le dépister, l'asthme d'effort. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un test d'effort maximal? C'est quand on a le maximum de critères de maximalité présents. 3 critères sur 4. L'épuisement malgré les encouragements actifs, c'est peut-être le plus important, celui-là. Et c'est là qu'on voit l'importance de la technicienne, parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude des patients congénitaux ou des enfants va pas savoir ce que c'est qu'un épuisement majeur chez ce patient. Et parfois, on l'estime mal et donc on arrête le patient avant alors qu'il n'est pas encore en maximal. La fréquence cardiaque maximale, donc chez l'adulte, 220 moins l'âge, et chez l'enfant, une formule un petit peu plus compliquée. Mais si vous arrivez chez un enfant à plus de 190 par minute, vous êtes content, c'est bien. Pour retenir des chiffres simples. Le plateau de VO2 max, qui est encore une fois rare chez nos malades. Vous aurez souvent un pic, en particulier en pédiatrie ou dans les cardiopathies congénitales les plus complexes. Et le quotient respiratoire, c'est-à-dire le rapport VCO2 sur VO2, qui va être supérieur à 1 ou même 1,1 chez l'adulte. Donc ça, c'est les critères de maximalité. On ne les a pas toujours, mais il faut essayer de chercher à les avoir. Donc comment est-ce qu'on va interpréter un test d'effort cardio-respiratoire? Vous allez avoir cette courbe, vous avez l'échauffement d'abord, puis l'incrémentation par palier, puis la récupération. Donc vous devez déjà évaluer ces 3 périodes sur le graphe, tout simplement. Donc une fois que vous avez évalué ces 3 périodes, d'ailleurs vous voyez, moi j'ai mis exprès des courbes de la vraie vie, pas des courbes de congrès. Vous voyez au début là, le petit pic de l'échauffement, ça c'est quand le patient il comprend pas la vitesse de pédalage, on est en train de lui dire tu pédales à 60-70 tours par minute. Donc là, il comprend pas, il fait un petit coup comme ça, il hyperventile et vous voyez le pic là. Donc cet échauffement, ça permet aussi que le patient, surtout si c'est un enfant, qui comprenne comment se passe un test d'effort. Et puis après, il se débrouille pas si mal parce que finalement, vous voyez, il monte progressivement toutes ces courbes sans faire trop d'à-coups. Alors il y en a un moment donné, là, vous voyez, au milieu, il refait encore un petit à-coup comme ça, probablement parce qu'à ce moment-là, il commence à s'épuiser. Il est en train d'arriver à son premier seuil ventilatoire. Et le premier seuil ventilatoire chez un enfant, parce que ça, c'est un test d'effort d'enfant, le premier seuil ventilatoire, il commence à sentir l'hyperventilation, les douleurs musculaires. C'est désagréable, le premier seuil ventilatoire. Et un enfant, il n'a pas cette espèce de, à part certains, il n'a pas cette espèce de mental qui va dire « Allez, tu dépasses, c'est bon, tu vas continuer ». Donc, il est obligé d'avoir quelqu'un à côté qui le motive. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La technicienne lui a dit « Allez, allez, ne perds pas le rythme, continue ». Et lui, du coup, il a compris ça comme j'accélère. Regardez, pouf, il fait un petit pic comme ça. Donc ça, c'est vraiment la vraie vie d'un test d'effort. Alors, on peut avoir la même chose chez un adulte, mais voilà. Et puis, vous voyez donc ces courbes qui vont commencer à se croiser, VCO2 et VO2, ce qui correspond à ce premier seuil ventilatoire. Et vous voyez que la VE, la ventilation, là, en bas, en vert, elle change complètement de coefficient directeur. Donc, voilà, si vous voulez regarder de façon très globale un test d'effort, vous vous dites, bon, la fréquence cardiaque, elle augmente comme une ligne droite, aucun problème. VO2, VCO2, les deux pentes se cassent à un moment donné, pas exactement au même endroit. Et celle qu'on voit le mieux casser, c'est la ventilation, qui correspond au moment où elle se casse également à ce premier seuil ventilatoire. Et tout à la fin, donc la courbe rouge de VO2, on n'a pas de plateau. On a un pic, vous le voyez, absolument pas de plateau. Donc ça, c'est
le test d'effort cardio-respiratoire typique d'un enfant, qui globalement va pas si mal. Je ne sais pas quelle cardiopathie il avait, mais aujourd'hui, 90% des enfants opérés du cœur, aujourd'hui, ont une VO2 max normale. Ça, c'est hyper important. Deuxième message à retenir. Le premier, c'était la décision partagée des recommandations ESC. Le deuxième, c'est 90% des enfants aujourd'hui opérés du cœur ont une VO2 max normale, j'insiste. Alors certes, elle est un peu plus basse que la population générale, mais elle est normale. Qui n'est pas normal aujourd'hui? Essentiellement les ventricules uniques. Les ventricules uniques, ils ont 70% de VO2 max théorique chez les enfants. Tous les autres ont une VO2 max à plus de 80-85% de la valeur attendue. Donc, comment on va interpréter? Déjà, on regarde la VO2 max. Est-ce que ma VO2 max, elle est à plus de 80% de la valeur attendue ou à plus de 2 Z-score? Alors, les Z-scores, ça n'existe pas jusqu'à ce que vous lisiez notre belle publication qui, j'espère, va sortir dans quelques semaines, où on a repris 1000 tests d'effort de l'enfant sain et on a créé pour la première fois des Z-scores. Donc, je vous l'ai mis pour le cours, mais je ne vous donnerai pas la formule en avant-première tant que la publication ne sera pas sortie. Mais je pense que plus tard, on n'utilisera plus ce chiffre de 80% de la valeur attendue parce que c'est des courbes de Wasserman des années 70-80 sur une centaine d'Américains enfants. Là, c'est vraiment devenu dépassé et surtout que ces Z-scores sont pas valables pour les extrêmes, c'est-à-dire ceux qui sont en hypotrophie, ce qui peut être le cas de nos patients congénitaux en particulier, ou toute maladie chronique de l'enfant, ou les surpoids. Donc, les formules de Wasserman et Cooper ne sont pas du tout valables pour les extrêmes, mais elles sont parfaitement valables pour le reste de la population générale. Donc, plus de 80% de VO2 max, on a une aptitude physique normale. J'aurais presque tendance à dire, voilà, on peut toujours aller regarder tous les autres paramètres. On peut le faire, c'est intéressant. Mais en tout cas, cette VO2 max est normale. C'est-à-dire que le patient, il a été capable d'arriver jusque-là. Donc, si vous n'avez pas eu de troubles du rythme, d'hypertension, d'hypotension, de quoi que ce soit de désaturation, si votre VO2 max est normal, vous pouvez vous arrêter là et dire l'aptitude physique est normale. OK? Si la VO2 max est à moins de 80% ou à moins de 2 Z-score des valeurs attendues, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le cœur qui est malade? Est-ce que c'est le poumon qui est malade? Ou est-ce que c'est le muscle qui est malade? Et puis évidemment, chez nos malades à nous, dans les cardiopathies congénitales, c'est rarement un seul facteur. Si vous avez un malade avec une grande insuffisance cardiaque et qu'il n'a que ça, ce qui est rare, mais qui peut arriver, vous allez avoir votre fréquence cardiaque maximale qui va être vite atteinte. Vous allez avoir un pouls d'oxygène qui va peu augmenter. Le pouls d'oxygène, c'est le rapport VO2 sur fréquence cardiaque que la machine vous donne. Si vous prenez votre FIC et que vous faites VO2 sur fréquence cardiaque, ça va refléter le débit cardiaque. Rappelez-vous de la formule. Donc, si la machine vous donne un chiffre qui est VO2 sur fréquence cardiaque, ce chiffre-là, il est le reflet du débit. Et donc, vous allez avoir un pouls d'oxygène qui va pas beaucoup monter. Donc, le débit cardiaque va pas beaucoup monter. Et puis, par contre, en fin d'effort, vous allez avoir un malade qui aura des réserves ventilatoires très élevées. Et ça aussi, la machine vous calcule les réserves ventilatoires. Des réserves ventilatoires, ça s'exprime en pourcentage. Si vous avez 0% de réserve ventilatoire, ça veut dire que vous n'avez plus du tout de capacité respiratoire pour poursuivre l'effort. Donc, si votre VO2 est basse, avec des réserves ventilatoires effondrées, ça peut être respiratoire le problème. Et si votre VO2 est basse, avec des bonnes réserves ventilatoires à 30% en fin d'effort, ça veut dire que c'est pas le problème du poumon, pour caricaturer un peu. Donc, si vous avez un problème respiratoire, là, la fréquence cardiaque maximale, vous allez avoir du mal à l'atteindre parce que les réserves ventilatoires vont s'effondrer avant. Ça sera d'ailleurs très souvent des épreuves d'effort sous-maximales. Et puis, si vous avez un problème musculaire pur, ce qui est rare aussi, vous allez avoir des réserves ventilatoires conservées et un seuil ventilatoire abaissé. Ça va? Ça, c'est vraiment du B à bas de test d'effort. Et donc, vous allez regarder ces 3 types de limitations. Donc, premièrement, la réserve ventilatoire conservée, la fréquence cardiaque atteinte vite, la diminution du pouls d'oxygène en fin d'effort et le seuil ventilatoire abaissé, facile à trouver, ça va être la limitation cardiovasculaire. Je vous ai tout remis dans les détails. La limitation respiratoire, la même chose, mais avec un seuil ventilatoire que vous allez avoir du mal à trouver. Les courbes vont être très proches toutes les deux, on le verra tout à l'heure. Et puis la limitation périphérique,
les réserves ventilatoires sont élevées, la fréquence cardiaque maximale n'est pas atteinte, il n'y a pas d'acidose métabolique, pas de seuil ventilatoire. Et donc, vous allez commencer à regarder votre VO2 pic, la VO2 max étant un plateau. Ici, vous avez un VO2 pic. Je vous ai remis les normes, donc Wasserman et Cooper, avec les formules qui sont actuellement dans toutes les machines de VO2. Dans l'équipe à laquelle j'appartenais avant, à Montpellier, on avait publié finalement des normes simples pour s'y retrouver, qui sont vraiment... si vous ne faites pas de recherche et que vous voulez juste regarder très rapidement des normes d'enfants de test d'effort, vous regardez la jeune fille, c'est 40, si elle n'est pas entraînée. En post-puberté, ça baisse un peu à 36 millilitres kilo minute. Et chez le garçon, chez le jeune homme, enfant, jusqu'à 16-18 ans, vous retenez 47 millilitres kilo minute de norme. Et effectivement, ça marche quasiment tout le temps. Ça, c'est si vous voulez avoir des ordres de grandeur. Alors, c'est pas mal de les avoir, les ordres de grandeur. Pourquoi ? Parce que des fois, on peut se tromper, rentrer le mauvais poids, le mauvais âge dans la machine. Vous avez une mauvaise norme. Ou votre machine, elle a bugué pour je ne sais quelle raison. Elle vous a pris un mauvais calcul de norme. Et franchement, alors chez l'adulte, ça va peut-être plus vous parler, mais chez l'enfant, il faut avoir ces 3 chiffres en tête. Parce que je ne sais pas si vous avez un enfant qui fait un test d'effort et à la fin, vous avez 20 millilitres kilo minute de maximal et que sur ce 20 millilitres kilo minute de maximal, ça vous donne 100% de VO2 max théorique, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de calcul. Donc, retenez quand même ces chiffres de 36, 40, 47 qui sont vraiment bien. Et puis pour les Z-scores, donc on a fait une formule qui est très compliquée, qui est logarithmique, à 3 facteurs, enfin pour essayer d'affiner au mieux la norme. Et vous aurez c'est déjà en ligne d'ailleurs, sur les tablettes, sur les iPhones, sur les smartphones, vous aurez le calcul des Z-scores gratuitement, ce qui pourra vous aider si la VO2 vous intéresse. Alors, comment on mesure ce premier seuil ventilatoire ? Donc, il y a plusieurs techniques. La technique de Beaver ou la technique de Wasserman. Il faut savoir que le seuil ventilatoire il est élevé chez le jeune, 70-80% de la VO2 max théorique chez les tout petits. Et puis, ça va baisser progressivement, sauf si c'est un sportif de haut niveau. En cas de déconditionnement à l'effort d'origine musculaire, il va y avoir une chute plus rapide de ce premier seuil ventilatoire. Ce seuil ventilatoire, il s'exprime en fonction de la VO2 max théorique. J'insiste. Souvent, une erreur est faite en donnant le pourcentage de seuil ventilatoire en fonction de la VO2 max du patient. Ça, c'est faux. Ça s'exprime toujours en fonction de la VO2 max théorique. Donc, vous prenez, par exemple, pour la technique de Beaver, vous regardez votre courbe de VO2, VCO2, qui est une courbe logarithmique. La première vague de cette courbe logarithmique, c'est le premier seuil ventilatoire, et la deuxième vague, c'est le deuxième seuil ventilatoire. Et ça, c'est la technique de Beaver. Une technique qui est très utilisée en recherche, c'est la technique de Wasserman, où vous allez avoir une courbe qui va vous donner les équivalents respiratoires en oxygène, le rapport VE sur VO2, et les équivalents respiratoires en CO2, VE sur VCO2. La courbe jaune, c'est VE sur VO2, équivalent respiratoire en oxygène. La courbe bleue, c'est les équivalents respiratoires en CO2, VE sur VCO2. Et vous voyez que la courbe de VE sur VO2, elle va casser avant la courbe de VE sur VCO2. La première cassure de cette courbe, c'est le premier seuil ventilatoire. Et donc, comment on va interpréter ce premier seuil ventilatoire ? Et ben, en fait, ça va traduire, s'il est très abaissé vers la gauche, ce premier seuil ventilatoire, le fait qu'il existe très probablement un déconditionnement à l'effort. Et pour remettre ce seuil plus vers la droite, augmenter son pourcentage, il faut réhabiliter le patient. Ou remettre en place une promotion d'activité physique, ou l'opérer. S'il a une revalvulation à faire, ça peut être aussi un problème cardiaque, le fait qu'il soit déconditionné. Puisque l'insuffisance cardiaque amène au déconditionnement. Déconditionnement, c'est le cercle vicieux du déconditionnement. Donc, vous voyez, ici, on prend un premier trait, on fait un deuxième trait, et on a le premier seuil ventilatoire. OK ? Ça, c'est vraiment la technique la plus simple de tous les jours pour mesurer un seuil ventilatoire. Moi, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Ensuite, il y a d'autres critères
sur lesquels on va passer rapidement. Le pouls d'oxygène, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai mis les normes pédiatriques, c'est des moyennes, hein, qui reflètent donc le débit cardiaque. Le volume d'éjection systolique, on le mesure quasiment jamais en clinique. On peut le faire en recherche. On fait de temps en temps des échos d'effort dans les cardiopathies congénitales, mais c'est pas encore un examen qui est suffisamment développé. Moi, je pense qu'il a tout à fait sa place, exactement comme ce qu'on fait chez l'adulte. J'en parlerai pas ici, il y a peu de littérature sur le sujet. La pression artérielle maximale chez un enfant en général, elle est à moins de 150. Et si vous êtes chez un enfant à plus de 200 mm de mercure à l'effort, pour une coarctation par exemple, c'est qu'il y a une recoarctation très probable ou une HTA d'effort très importante. Et d'ailleurs, l'HTA d'effort chez l'enfant ou chez l'adulte congénital, c'est corrélé à la MAPA. Si vous avez un test d'effort qui vous montre une HTA d'effort dans une cardiopathie congénitale de type coarctation, il y a une forte probabilité qu'il y ait aussi une HTA de repos. Donc n'hésitez pas à faire des MAPA chez ces patients-là. La ventilation minute au repos, elle est à 10 litres par minute. On calcule la ventilation maximale par la formule 35 fois le VEMS. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut faire une EFR au départ. Et la machine fait ça toute seule. Hein. Donc la réserve ventilatoire, elle est aussi calculée par la machine. C'est la VEM, la ventilation minute maximale prédite moins mesurée sur prédite. C'est ça, ce fameux pourcentage qui, en cas d'effort, est entre 15 et 30%. Au-dessus de 30%, les réserves sont importantes, on va dire, conservées. À zéro, elles sont effondrées. Donc les équivalents respiratoires, j'en ai un petit peu parlé. Donc en oxygène, c'est le débit ventilatoire nécessaire pour extraire 1 litre d'O2, et en CO2, c'est pour éliminer 1 litre de CO2. Les normes, elles sont à moins de 45 pour la CO2 et moins de 40 pour l'oxygène. La saturation, qu'est-ce que c'est qu'une désaturation à l'effort? C'est quand on perd 4% de saturation à l'oxymètre, qui correspond à 25 mm de mercure de PaO2. Les autres critères, j'en parlerai pas ici. Comme on n'a qu'une heure, je veux vraiment parler de la réhabilitation. Un critère très important, à part la VO2 max, donc troisième message d'aujourd'hui, c'est la pente VE sur VCO2 qui devient vraiment un critère de plus en plus important parce que c'est un critère sous-maximal. Je vous ai dit que chez les malades graves, parfois il était difficile d'avoir un test d'effort maximal dans les bilans pré-greffe, dans l'insuffisance cardiaque avancée, dans les VD systémiques avec Senning, Mustard, dans les ventricules uniques. C'est difficile d'avoir chez les adultes en particulier, c'est difficile d'avoir des tests d'effort maximaux. Et donc, on a regardé ce que font les cardio-adultes dans l'insuffisance cardiaque avancée. Ils ont exactement le même problème. L'insuffisance cardiaque n'est pas l'apanage de la cardiologie congénitale. Et donc, ils ont trouvé un deuxième critère, un surrogate, comme on dit dans la littérature, qui est un facteur de morbimortalité, qui est cette fameuse pente VE sur VCO2, qui est un critère sous-maximal très important. Moi, je m'y suis intéressé chez les congénitaux, et je suis pas le seul, et effectivement, c'est la même chose. Donc, chez l'adulte, il y a toute une littérature depuis une dizaine d'années qui montre que c'est un critère tout aussi puissant que dans l'insuffisance cardiaque avancée de l'adulte. Et chez l'enfant, on a publié ça il y a 1 an. On a regardé chez l'enfant ce que ça donnait. Alors, encore une fois, chez l'enfant, ça ne sera pas un critère de mortalité, heureusement, puisque les enfants ne décèdent pas actuellement de cardiopathie congénitale ou de manière très exceptionnelle. Il faudrait suivre ces patients sur 30 ans pour voir ce qu'ils deviennent, ces enfants. Mais en tout cas, par contre, c'est un critère de morbidité. Plus la cardiopathie est grave pédiatrique, plus la pente, elle monte. Donc, en fait, c'est vraiment un critère qui devient très important. Et regardez-le en deuxième après avoir vu la VO2 max. Donc, ça reflète l'efficience ventilatoire. C'est le rapport linéaire entre la ventilation minute et la production de CO2. C'est vraiment une ligne droite. C'est interprétable pour un effort sous-maximal. Plus la pente est faible, meilleure est l'efficacité ventilatoire. Une pente de valeur normale, en gros, pour retenir une valeur simple, c'est moins de 28. Ça témoigne aussi de l'hétérogénéité du rapport ventilation-perfusion et des interactions cœur-poumon qu'il peut y avoir dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte, dans l'HTAP et dans nos cardiopathies congénitales, ventricules uniques, etc. Il y a aussi un intérêt dans les maladies non cardiaques, comme la mucoviscidose, par exemple. Mais nous, dans les cardiopathies congénitales, ça va être surtout les complexes et dans l'HTAP qu'on va voir que cette pente, elle augmente. Donc là, vous voyez comment on la calcule, c'est vraiment pas compliqué. Vous retirez l'échauffement, vous retirez la récupération, et puis vous tracez une ligne droite, et la machine vous donne cette pente. Alors, il y a différentes façons de la calculer. On peut la calculer du début au seuil, du seuil à la fin, du début à la fin.
Moi, j'ai comparé ces 3 chiffres. Sur le plan statistique, il n'y a aucune différence. Donc, vous pouvez vous contenter de faire du début à la fin et ça marche très bien. L'OUES, alors celui-ci n'est pas encore dans les pratiques cliniques. C'est aussi un critère sous-maximal. Sauf que lui, au lieu de prendre la VCO2, il prend la VO2. Et alors, la VO2, par contre, c'est pas c'est pas linéaire par rapport à la ventilation minute. Ça a une courbe logarithmique. Et donc, en fait, il suffit juste de prendre le logarithme de la ventilation pour trouver cette OUS, qui veut dire en fait Oxygen Uptake Efficiency Slope. Et donc, la valeur normale chez l'enfant, donc on a publié ça il y a pas longtemps non plus, c'est 38,4 chez les garçons, 31 chez les filles. Chez l'adulte, les valeurs sont très proches de celles-ci aussi. Elles sont très peu utilisées dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte. Je ne sais pas pourquoi, ça fait longtemps que l'OUS est inventé. Une des raisons, c'est que toutes les machines, parce qu'on ne va pas calculer ça à la main, avec un logarithme, toutes les machines ne l'ont pas encore implémenté. Donc voilà, les cardiologues, les physiologistes le connaissent très bien, mais les cardiologues ne se sont pas du tout emparés de ce critère, alors que franchement, quand on a une VO2 max, quand on n'a pas de VO2 max, qu'on a une épreuve d'effort très sous-maximale, c'est aussi un critère sous-maximal important. Donc regardez, vous avez la VO2. Alors il faut faire attention parce que, regardez, je vous remonte la pente VE sur VCO2 avec abscisse ordonnée. Là, la VE est en abscisse, la VO2 en VCO2 en ordonnée, et là, c'est le contraire, vous voyez. Donc, bon, c'est juste une façon de calculer le logarithme. Et donc, ça vous fait une courbe comme ça, et la machine vous calcule ce logarithme spontanément. Je vous le mets parce que je pense que c'est un critère qui va devenir, comme la pente VE sur VCO2, ça va probablement devenir le 3e critère dans les années qui viennent. Il y a de plus en plus de littérature dessus. Donc nous, on a vu on a regardé ce que ça faisait tout simplement dans les cardiopathies congénitales, et là aussi, ça discrimine très bien la sévérité des cardiopathies congénitales. En fait, si vous n'arrivez pas à avoir la VO2 max, vous prenez l'OUS. Voilà. Donc, pas encore un critère très clinique, beaucoup de recherches, mais quelque chose d'important. Et puis, si on fait de la VO2, c'est pour éventuellement déterminer les malades qui ont le plus besoin de protocoles de réhabilitation à l'effort. Donc, la réhabilitation à l'effort, ça concerne les patients qui sont déconditionnés. Et le déconditionnement, ce qu'on a démontré, c'est que ça arrive dès la période pédiatrique. Tout à l'heure, je vous ai dit 90% des enfants avec cardiopathie congénitale ont une VO2 max normale. Ça, c'est vrai. C'est eux, là. C'est les 800 patients qu'on a publiés. Regardez cette publi. Elle va vous montrer cardiopathie par cardiopathie qui sont les graves et qui sont pas les graves. Ça reste la plus grosse cohorte de congénitaux publiés pédiatriques aujourd'hui. Par contre, vous voyez la courbe orange, c'est les congénitaux, ils sont enfants. Certes, c'est normal, mais ça décroche. Et le décrochage, c'est à l'adolescence. En vert, c'est les normaux. D'ailleurs, vous voyez qu'en vert, c'est 47. Là, j'ai pris les garçons. Et donc, ça décroche chez les filles encore plus que chez les garçons. Et cette vitesse de baisse de la VO2 max qui est présente dans la population générale, on peut se dire que plus tard, si on fait rien, on va arriver à des degrés de déconditionnement qui sont tellement importants que ça entraînera de la comorbidité. Et pourquoi j'ai fait cette étude pédiatrique? Parce que pour faire de la pédiatrie, il faut lire la cardiologie adulte et la littérature de la cardio adulte. Et ça, par contre, vous devez la lire impérativement parce que c'est quelqu'un qui s'est intéressé aux cardiopathies congénitales simples. CIA, CIV, cardiopathie totalement guérie. Et il a regardé ces adultes totalement guéris, la quarantaine, tout va bien. Eh bien, tout va pas bien. 51% de tabagisme, 30% d'obésité, 70% d'hypertension, 41% d'hyperlipidémie, 7% de diabète, un odd ratio du syndrome coronarien aigu à 2 et un odd ratio de l'insuffisance cardiaque à 13. C'est-à-dire, pour résumer les choses, un adulte avec une cardiopathie congénitale simple aujourd'hui, avec moins de 2 facteurs de risque cardiovasculaire, a 29% de taux d'incidence ajustée sur l'âge d'événements cardiovasculaires majeurs. C'est 13% dans une population générale avec 5 facteurs de risque cardiovasculaire. C'est dramatique. C'est catastrophique. Alors, on peut débattre pendant toute la journée sur cette publi.
C'est vraiment, pour vous, les jeunes, à mon avis, vous ne serez pas tous des congénitalistes peut-être hors pair. Ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui la cardiopédiatrie et le cardiopédiatre, c'est le prénatal, c'est les ventricules uniques, c'est les cardiopathies les plus graves. Mais ce qui devrait intéresser notre communauté, c'est eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont guéris et finalement, ils ne le sont pas vraiment. Et ils devraient être guéris de leur cardiopathie congénitale, puisque c'est des CIV, c'est des CIA, c'est des maladies simples. Et à 40 ans, ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont dramatiques. Alors, c'est la population générale, avec tous les facteurs de risque cardiovasculaire de la population générale, de la sédentarité, mais eux, ils se prennent une double peine due à leur cardiopathie congénitale et probablement au fait qu'il y a 40 ans, on ne faisait pas la promotion de l'activité physique. Donc, quand vous mettez la diapo d'avant, vous voyez ça aujourd'hui, la petite alerte. Moi, je suis juste un lanceur d'alerte pour la pédiatrie. Et que vous voyez la diapo d'après chez l'adulte, vous faites le lien entre les deux. Vous dites qu'il est obligatoire d'éviter que le Titanic se reprenne l'iceberg et ça sert à rien de corriger les cardiopathies congénitales si c'est pour arriver à ces chiffres-là, très honnêtement. Donc, encore une fois, vous ne serez peut-être pas tous dans ce DU des cardiopédiatres de centres de référence maladies rares à gérer les cardiopathies les plus complexes. Par contre, il y a une forte probabilité que la majorité d'entre vous côtoient des cardiopathies simples. Et c'est le gros volume quand même, parce que la CIV, c'est 50% des cardiopathies congénitales. Ça n'intéresse pas beaucoup les cardiopédiatres et les cardiocongénitalistes, on le voit bien. C'est les perdus de vue, etc., etc. Mais c'est eux qui représentent le plus gros volume et qui représentent aujourd'hui les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, il faut les réhabiliter, ces patients, et pas uniquement les cardiopathies les plus graves. Il faut réhabiliter ceux qui en ont besoin, qui sont déconditionnés, qui ont des facteurs de risque. Donc, qu'est-ce que c'est que la réhabilitation ? La réhabilitation, c'est une association de réentraînement à l'effort, avec maîtrise des activités physiques d'entretien à poursuivre après le programme, une optimisation thérapeutique qui doit être adaptée à l'état du patient, une éducation thérapeutique pluridisciplinaire. Dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte, c'est une classe 1A. C'est plus puissant que la majorité des médicaments, la réhabilitation. Et pourtant, c'est encore insuffisamment prescrit. Donc, chez l'enfant et le congénital, on est en 2A, mais je peux vous assurer qu'on sera en 1A très rapidement. Alors, si vous regardez la littérature sur la réhabilitation dans les cardiopathies congénitales, il y a maintenant 15 essais randomisés contrôlés, donc on commence à arriver à un niveau de preuve qui est pas mal. 924 enfants et adultes congénitaux réhabilités, dont 424 adultes. Durée moyenne 12 semaines. Pourquoi 12 semaines ? Parce que c'est les programmes de réhabilitation de l'adulte insuffisant cardiaque. 3 types d'interventions. Alors, ils ont un peu mélangé de tout. Il y avait de la promotion de l'activité physique ou un vrai réentraînement à l'effort, voire même des exercices musculaires inspiratoires pour du renforcement musculaire. Qu'est-ce que ça fait dans cette méta-analyse des 15 essais randomisés contrôlés ? Ça augmente la qualité de vie, ça augmente l'activité physique, ça augmente la force musculaire, ça augmente la VO2 max, ça augmente le seuil, dans des proportions qui sont quand même pas géniales. On pourrait aimer avoir un peu plus, mais probablement que c'est dû à l'hétérogénéité des programmes. Ils ont quand même mélangé beaucoup de patients avec beaucoup de programmes. Ce qui est important, c'est que la réhabilitation dans les cardiopathies congénitales, c'est comme la réhabilitation dans l'insuffisance cardiaque avancée de l'adulte, c'est safe. Il y a exceptionnellement des événements indésirables, c'est très exceptionnel. S'il y a des événements indésirables rapportés dans les essais cliniques, c'est lié à la cardiopathie elle-même, pas du tout lié à la réhabilitation. Et c'est la même chose chez l'adulte comme chez l'enfant. Donc, toute la littérature est d'accord pour dire que la réhabilitation, c'est quelque chose qui est tout à fait safe. Moins de littérature sur la réhabilitation post-opératoire, mais ça aussi, c'est quelque chose qui va falloir se développer. Et là, dans l'avenir, il y aura, pour ceux que ça intéresse, des postes probablement dédiés à des congénitalistes ou des cardiologues à gros tropisme congénital qui vont réhabiliter ces patients en post-opératoire. La spécificité chez nous, elle est dans l'éducation thérapeutique. Sinon, c'est exactement la même chose que n'importe quelle réhabilitation post-op. Là, il n'y a que 9 essais randomisés. Il y en a 8 en Europe. La réhabilitation, elle est prise en charge par la sécurité sociale dans la majorité des pays européens. C'est pas partout pareil. 167 patients, donc c'est beaucoup moins, de 15 à 40 ans, durée moyenne 12 semaines là encore. C'est essentiellement des cardiopathies congénitales complexes et des malades qui n'étaient pas trop graves, NYHA1 et majoritairement 75% NYHA1 et 17% sous bêta-bloquant.
Là, les critères de jugement qu'ils ont regardés sur le post-op, c'était qualité de vie, avec augmentation de 3 points de moyenne standard. Le NT-BNP baisse un peu, mais c'était pas significatif. Tension, fréquence cardiaque baisse un peu, mais c'était pas significatif. Et la VO2 max, pareil, c'était pas significatif, probablement lié à l'échantillon et à l'hétérogénéité de ces patients. Mais en tout cas, tout ça, c'est les choses actuelles qui vont se passer. Il y aura de plus en plus de réhabilitation cardiovasculaire post-opératoire en cardiologie congénitale. Probablement que la différence par rapport aux autres spécialités, c'est que nos patients sont jeunes, plus jeunes que chez les malades que vous connaissez pour ceux qui connaissent la réhab de l'adulte. Le type d'entraînement physique, en gros, il y en a plein, mais si on veut les schématiser, vous avez l'exercice à intensité constante, l'exercice fractionné à haute intensité et l'exercice en intervalle training. L'intensité de l'exercice, c'est soit faible, moins de 60% de la VO2 max, soit modéré, 60 à 80%, soit intense à plus de 80%. Tout ça, je vous l'explique aussi dans l'article que vous aurez. Et donc, celui-ci, là, en intervalle training, vous voyez, avec des entraînements au seuil et puis ensuite des périodes de repos actif qui alternent. C'est celui qui est le plus utilisé dans les programmes de réhabilitation actuellement. Et c'est fait par des kinés, par des enseignements à pas, des enseignants d'activité physique adaptée. C'est celui qui est assez safe, celui en haute intensité, celui d'avant, là, hop, ici, le à droite en rouge, il commence à prendre de plus en plus de place dans en cardiologie adulte, dans l'insuffisance cardiaque, dans les cardiopathies congénitales. Il y a quasiment pas ou peu de publications sur le sujet, mais on va suivre probablement les avancées de la cardiologie adulte. Alors moi, je suis très intéressé par ça, sauf que comme mes programmes de réhabilitation, je les fais de plus en plus à domicile, de moins en moins en centre pour ces patients jeunes. Je vais vérifier que ce soit quand même safe de faire ça chez les patients à domicile. L'éducation thérapeutique, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Peu, elle en a peu. Il y a le jeune âge, il y a le fait qu'il faut les autonomiser sur leur cardiopathie congénitale. Ce sont des patients jeunes. Pour ceux qui gèrent les congénitaux, vous voyez, ils arrivent, ils ont 30 ans, ils sont encore avec parfois leurs parents qui sont présents, très protégés, très surcouvés. Ils ont énormément de mal à changer de médecin. Ils veulent être suivis par leur cardiopédiatre jusqu'à la fin de leur jour. Et donc ça peut être un problème. Mais en tout cas, on est en train de développer avec la filière cardiogène un programme d'éducation thérapeutique homogène national qui nous permette quand même que n'importe quel professionnel sur le territoire français puisse se connecter sur la plateforme et avoir des outils d'éducation thérapeutique harmonisés. Donc voilà, là, le 27 juin, dans quelques jours, on va faire notre première session hybride comme ici, avec des patients qui seront dans une salle, des patients qui seront connectés sur Zoom, et où on leur dira ma tétralogie de Fallot, c'est quoi? Et dedans, on parlera d'activité physique, de revalvulation, de défibrillateur, de tout ce qu'on veut. Et les infirmières parlent de tous les sujets qui ne sont pas cardiologiques. Et c'est là que n'importe quel centre de réhabilitation peut parler d'autres sujets qui ne sont pas purement liés à la cardiopathie congénitale, la diététique, la santé mentale, etc. Donc en fait, il y a une partie qui est spécifique, liée à la cardiopathie congénitale, et tout le reste, les 3/4, sont absolument généraux. Ce qui est compliqué actuellement dans nos modèles français, c'est que un jeune de 20-25 ans qu'on va vouloir réhabiliter, il va se retrouver dans des services de réhabilitation avec des personnes beaucoup plus âgées que lui, en post-infarctus, en insuffisance cardiaque avancée, avec des thématiques qui sont totalement différentes. Et donc, voilà, l'enjeu va être quand même d'essayer sur le territoire d'avoir des centres qui prendront ces jeunes et qui tendront vers des modèles beaucoup plus domicile et centre pour que les malades restent, parce que 3 semaines dans un centre de réhab avec des vieux, comme ils nous disent les jeunes, eh ben ils veulent pas, et donc il faut leur trouver des modèles un peu particuliers. Donc voilà, l'adolescent jeune adulte, elle est là la spécificité, et donc on a inventé nous ce programme. Alors on l'a inventé, en fait c'est les cardiologues adultes qui l'ont inventé dans la science cardiaque, c'est pas nous, mais nous on l'a déployé pour les ados et jeunes adultes. C'est ce programme CaliRéhab où vous avez un centre de réhabilitation pendant 5 jours, 7 jours, et puis ensuite du total domicile. Et il revient une fois par mois en centre pour se réhabiliter. Vous voyez ici à droite, c'est un jeune, 22 ans, post-op de Ross, qui est connecté avec son APA en plein Covid et qui fait son activité physique adaptée. Et donc ça, c'est un programme qui va probablement être le modèle le plus déployé pour les jeunes, on va dire, ou pour les malades qui peuvent être totalement en ambulatoire. Donc les points essentiels sur le test d'effort,
c'est que c'est un examen qui permet les tests d'effort cardio-respiratoire. Hein, j'insiste, le test d'effort électrique pur, il a quasiment aucun intérêt dans les cardiopathies congénitales. Vous pouvez l'abandonner. Ça ne sert quasiment à rien, puisqu'il y a très peu de troubles du rythme dans nos populations. Donc, je parle vraiment des cardiopathies congénitales. Ça permet d'évaluer le déficit, le handicap et la qualité de vie. C'est un examen clé dans la promotion de l'activité physique qui permet d'anticiper les risques cardiovasculaires potentiels à venir. Ça permet d'explorer les symptômes à l'effort aussi en population générale pédiatrique. Ça permet de suivre les maladies chroniques de l'enfant. On n'a pas beaucoup parlé ici, mais il y a plein de pathologies chroniques de l'enfant, l'asthme, la mucoviscidose ou le test d'effort cardio-respiratoire, il est important. Ça s'intègre dans une prescription d'activité physique adaptée à des patients en affection longue durée. Et puis, ça permet surtout d'orienter vers des programmes de réhabilitation à l'effort. Donc, si vous voulez aller plus loin, donc je vous donnerai sur le drive là, du DU des articles qui répètent un peu ce qu'on vient de dire. Donc, dans l'EMC, épreuve d'effort de l'enfant, dans perfectionnement pédiatre. Alors, je vous ai mis les articles en français. Mais il y en a aussi en anglais, mais en français, ce sera peut-être plus simple pour vous. Des épreuves d'effort cardio-respiratoire chez l'enfant. Donc ça, c'est 2 articles. Je vous ai mis des choses récentes. Et puis, si vous êtes intéressé par la réhabilitation à l'effort, on avait publié en 2017 aussi un article de vulgarisation et d'intérêt de la réadaptation cardiaque de l'enfant et de l'adulte avec une cardiopathie congénitale. Ça vous suffit largement pour ce DU, en tout cas, de lire ça. Ça vous reprend un peu plus dans les détails le concept de la réhabilitation. Il y a eu un peu plus, il y a eu de la littérature depuis 2017 quand même sur le sujet, mais enfin, ça vous permet largement d'avoir des informations sur ce sujet-là. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? On finit à l'heure, on est bon? Oui, donc la question, je la répète pour ceux qui l'auraient pas entendu. Est-ce qu'on suit des cardiopathies congénitales sportives de haut niveau? Oui, la réponse est oui, absolument, et de plus en plus. Donc on leur fait des tests d'effort, Holter ECG, EcoCœur ECG tous les ans. C'est le deal, ça. Moi, je donne toujours l'exemple pour les jeunes de Shaun White. Alors c'est pas moi qui le suis, hein, mais c'est un sportif de halfpipe. Vous regarderez sur Internet ce que c'est. Il a gagné 3 fois les champions olympiques, triple médaille d'or de Jeux olympiques d'hiver. Et il a une tétralgie de Fallot, opérée dans l'enfance, et revalvulée récemment. Il doit avoir 24 ans, je pense, 25 ans. Et voilà. Et donc, ah oui, on a des sportifs de haut niveau. Après, ce qu'on dit, c'est qu'il y a toujours un sport pour toi. En fait, c'est ça le message. Plutôt que de dire « Ah, ça, tu peux pas parce que ton aorte est un peu dilatée », il faut transformer notre prescription en disant « Il y a toujours un sport pour toi ». Donc, si vous voulez avoir… vraiment, lisez les dernières recommandations de l'ESC parce qu'elles sont très bien faites. Elles sont vraiment… il y a des schémas, il y a des dessins. Je les trouve vraiment bien. Ils ont fait un bond en avant. Et puis, sur le site de la Haute Autorité de Santé, vous avez aussi tous les sports avec niveau d'activité par niveau d'activité, y compris les sports modernes que les jeunes nous balancent en consultation. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Et donc, vous avez tout dessus. Et donc, plutôt que de dire ça, tu peux pas, il faut dire, attends, on va regarder la liste, on va trouver un sport pour toi. Donc, en fait, il y a toujours un sport, y compris en compétition, possible pour quelqu'un. Le risque, c'est que tu autorises transitoirement pendant quelques années un sport et qu'une lésion apparaisse et que ce sport de compète qui était devenu la vie du patient, surtout si c'est un jeune, tout s'arrête pour lui. C'est quand même tu vois, Shaun White par exemple, s'il avait eu une lésion importante, s'il avait fait des extrasystoles sur son test d'effort ventriculaire, ça aurait été très compliqué pour lui de continuer à avoir sa licence. Voilà. Donc il est là le problème. Mais on en a de plus en plus, des sportifs de haut niveau. Pour l'instant, on n'a pas démontré que l'activité physique soutenue était corrélée à des morts subites. Mais on n'avait pas de promotion d'activité physique avant. Donc, est-ce qu'on va avoir des morts subites dans les 20 ans qui viennent? C'est ça on va voir ça. Bonjour, j'ai une question. Oui. Oui, Allez-y, on vous entend. Merci pour le cours. La prescription de l'APA, comment vous faites en pratique? C'est basé sur le test d'effort initial. Comment vous avez l'habitude de procéder pour la prescription de l'APA? Alors déjà, l'APA, malheureusement, n'est pas encore remboursée par la sécurité sociale. Il va falloir que on démontre, nous, les chercheurs,
que la modalité des 12 semaines d'APA à domicile, par exemple, ça augmente l'evidence-based medicine et qu'on va pouvoir demander aux assureurs de le rembourser. Ce n'est pas une profession de santé aujourd'hui. Si tu veux faire une prescription de réhabilitation à domicile, pour l'instant, tu es obligé de passer par un kiné, à qui tu vas donner le seuil ventilatoire, enfin la fréquence cardiaque au seuil ventilatoire, et tu pourras, avec un kiné, faire une réhabilitation en ville. L'APA, pour l'instant, il est présent dans certaines maisons de santé, il est présent dans des associations, il est présent dans certains hôpitaux où il est financé, moi c'est mon cas, par de la recherche. Alors il y a eu tout un plan de communication des différents ministres de la Santé récemment sur le sport pour tous, le sport sur ordonnance. C'est un peu un leurre pour l'instant, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir prescrire tes 12 semaines de réhab par un APA. Tu en auras quelques-unes qui vont être prises en charge dans le cadre d'une ALD par la mutuelle, mais très peu. Et donc malheureusement, on n'est pas encore à pouvoir prescrire comme tu dis. Si tu veux vraiment prescrire, tu dois passer par un kiné ou par un protocole de recherche. Tu contactes des gens qui font de la recherche. Et là, par contre, le problème, c'est que moi, je randomise. Donc, tu as une chance sur 2 que ton malade ne soit pas randomisé dans mon groupe. Le programme que moi, j'ai mis en place, il coûte 1 500 €. C'est-à-dire que 12 semaines de réhab par un APA à domicile 2 fois par semaine, la recherche, nos impôts payent ça. C'est de l'argent public, c'est 1 500 €. Je veux que ces 1 500 soient remboursés par la Sécu, mais ce n'est pas le cas. Voilà. D'accord, merci. Après, c'est là actuellement, les pouvoirs publics, que ce soit en France ou en Europe, sont complètement derrière nous sur ces projets, parce qu'eux aussi, ils voient les chiffres de la sédentarité des quarantenaires, et donc ils ont très peur. Et donc là, actuellement, c'est une thématique qui est très, très soutenue par ceux qui nous donnent de l'argent. Il n'y a pas trop de problème pour mener ces projets de recherche. C'est tout bon ?